Ah, on passe au dossier suivant, du coup. Moi, j'avais dit qu'en gros, elle présentait une alcoolodépendance. Ouais. Par rapport, en fait, parce que elle avait déjà fait un sevrage, parce qu'elle avait dû augmenter la quantité d'alcool qu'elle ingérait, parce qu'elle avait, c'est ce que j'avais mis moi. Et en fait, la différence que j'ai soulignée entre les deux concepts, c'était surtout le sevrage, c'est-à-dire qu'elle avait déjà eu par rapport. D'accord. Donc tu ne te trompes pas sur l'alcoolodépendance. Généralement, enfin, en addictologie, c'est des concepts qu'il faut maîtriser. C'est la dépendance, justement, ça c'est le truc qui tombera toujours. Et l'autre que je vous demandais, du coup, c'était l'usage nocif. En gros, la dépendance, c'est que la personne ne peut pas se passer de la substance sans avoir un manque physique ou psychique, et elle ne peut pas s'en passer. Tandis que la personne qui a un usage nocif, elle va avoir des conséquences somatiques ou des conséquences psychiques de la substance, mais elle va pouvoir s'en passer tout en l'arrêtant. La dépendance, c'est le fait de ne plus du tout pouvoir s'en passer. Donc là, on avait plusieurs critères. Il fallait, moi, m'en donner 3. J'en attendais 3, parce qu'on ne part pas un diagnostic de dépendance sur un seul critère. L'existence du sevrage, avec les signes physiques. Le fait qu'il y ait une tolérance. Donc, comment tu définirais la tolérance à une substance ? Moi, je dirais que, enfin, la tolérance, c'est le fait qu'elle a besoin, à une quantité du toxique, elle ne réagit plus, elle ne, enfin, ça lui fait plus d'effet. J'ai pas la définition exacte. Je suis désolé. Non, mais c'est bien. C'est que en fait, la personne, elle a besoin toujours d'avoir un peu plus pour avoir les mêmes effets. C'est-à-dire que la première cuite, on l'a assez rapidement. La deuxième aussi, la troisième aussi. Mais la 150e, eh ben, il faut monter à 4-5 grammes. Enfin, il faut y aller, quoi. Donc c'est un peu ça la tolérance. Le besoin d'augmenter les doses. Et c'est encore pire avec d'autres produits. Voilà, bon bah c'est bien. Mais ça c'est une question vraiment à maîtriser sur l'alcoolodépendance, quoi. Enfin, et la dépendance en général. Et la tolérance, c'est spécifique, enfin, ça se voit que dans la dépendance ou aussi Ouais, ça fait partie des critères de dépendance, ouais. Mais c'est pareil, enfin, je sais pas, là on va rentrer un peu dans les détails, donc vous retenez pas ça pour l'ENC, mais vous retenez ça pour vous. Mais en psychiatrie, soit on a une approche catégorielle, enfin, ça c'est un mot un peu statistique, c'est pas un mot de psychiatrie, c'est-à-dire on met les gens dans des cases, tac, 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 et le DSM, là il est parfait pour ça. Et même vos cours, les cours que vous avez, ils sont parfaits pour ça. Et c'est bien aussi parce qu'on a besoin de mettre les gens dans les cases pour faire des études, pour définir des conduites à tenir et pour prescrire des traitements. Donc voilà, c'est une première approche. Cependant, cette approche est quand même sous-tendue par une approche dimensionnelle où finalement il y a un continuum de gravité qui va de rien à, je sais pas, à énormément de choses. Et c'est sur ce continuum qu'on va mettre une frontière arbitraire, un peu comme pour l'HTA, quoi. Et en psychiatrie, c'est souvent dimensionnel. Donc on va avoir des gens qui vont avoir un usage nocif, par exemple, dans le sens où ils vont consommer de l'alcool avec des complications, je ne sais pas, somatiques, où ils vont avoir perdu leur permis de conduire, etc. Donc c'est ennuyeux. Ces gens-là qui ont un usage nocif, ils vont ils vont pouvoir s'arrêter s'ils veulent de consommer l'alcool. Donc ils ne sont pas authentiquement dépendants, ils ne sont pas souffrants quand ils arrêtent de boire, mais ils peuvent avoir une tolérance, quoi. Dans le sens où eux aussi, c'est spécifique un peu du produit, quoi, un peu de l'alcool. Eux aussi, ils vont s'y habituer. Une tolérance qui va se manifester de plus en plus jusqu'à temps qu'ils soient dépendants. Et là, le jour où ils seront dépendants, on peut se douter aussi qu'il y aura une tolérance, quoi. Enfin, la définition du DSM, elle dit qu'il faut qu'il y ait 3 signes parmi les suivants. Enfin, c'est une définition arbitraire et purement catégorielle. Donc, retenez pas cette parenthèse, mais c'est vrai que c'est important pour comprendre les choses, quoi. Il n'y a pas que des cases où on met les patients dedans, en fait. Quand on voit les patients, en pratique, c'est super compliqué. Et ce dossier, je l'ai voulu justement comme ça, assez compliqué, en prenant des éléments d'alcoolodépendance, des éléments de troubles de personnalité, pour que vous voyez ce que c'est aussi ce qu'on voit tous les jours, quoi. C'est jamais clair. Des éléments dépressifs, parce que là, c'est une personne qui a des troubles de la personnalité, mais il y a des éléments dépressifs qui ne rentrent pas dans la case, justement, épisode dépressif majeur sévère. Enfin, on verra ça après. Mais bon, on va voir ça après, on va avancer. Donc du coup, on a fini, là. Ouais. Non, sinon, passe le micro, hein, on va repasser devant. Ouais, tiens, tu peux repasser tout devant ? J'ai pas compris le dossier.
Pardon? Ah, t'as pas eu le temps? Bah passe, ouais. Toi non plus? Bah, ceux qui l'ont fait, levez la main. Ah, personne l'a fait? Bon, bah on va le faire lentement. Alors, question d'après. La question 2, donc détaillez votre traitement pour le sevrage. Il faut lui donner des benzodiazépines. Ouais. Il faut l'hydrater, l'hyperhydrater. Et il faut faire une prise en charge psycho-médico-sociale. Ouais. T'as oublié un truc Et les important. vitamines. Les vitamines, d'accord. Les benzodiazépines, il vaut mieux préciser. Diazépam ou oxazépam si elle a une insuffisance hépatique. Très bien. Et puis, donc, justifier le diazépam, par exemple, parce que la demi-vie, elle est plus longue que d'autres. C'est intéressant d'avoir une benzo à demi-vie longue qui va décroître progressivement. Il y a différentes, pour un sevrage, mais ça, je ne pense pas savoir pour le CN, il y a différentes conduites à tenir. Soit vous donnez du diazépam 10 mg 6 fois par jour le premier jour, après 6, 5, 4, 3, 2, 1, enfin quasiment 0. Enfin, sur 7 jours, il faut décroître. Soit on fait ça, soit il y a une autre technique qui peut être intéressante sans prescrire de benzo. C'est simplement en fait de surveiller le patient avec un index de sevrage, le score de Cushman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et en fonction de ce score de sevrage, de mettre une benzo ou pas, s'il augmente, s'il est élevé. Le score de Cushman, il n'est pas à savoir, je pense. Et cette conduite à tenir, elle n'est pas non plus à savoir, parce qu'en pratique, dans les hôpitaux, en tout cas dans les hôpitaux psychiatriques, on ne le fait pas, parce qu'on ne peut pas surveiller les patients et faire le score de Cushman toutes les heures. Enfin, c'est compliqué. Donc en pratique, elle n'est pas faite. Et il y a une dernière manière de faire qui peut être faite pour un sevrage, c'est la technique barbare. C'est-à-dire que vous prenez votre patient, vous lui donnez des benzos, mais beaucoup de benzos. C'est-à-dire vous lui donnez des benzos toutes les 15 minutes, jusqu'à temps qu'il soit sédaté et qu'il dorme. Et une fois qu'il dort, hop, vous arrêtez, vous lui en donnez plus, et là il en a pour jusqu'à la fin du sevrage. Ça c'est la technique barbare, mais ça peut se faire. Donc retenez pas celle-là, retenez simplement à la limite 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 quoi. Enfin, une décroissance progressive. Ce qu'il faut retenir sur les benzos, et que ça peut être demandé dans une question comme ça sur un sevrage en alcoolodépendance, c'est que pour le sevrage chez l'alcoolique, c'est pas plus de 7 jours. C'est en fait chez un patient alcoolique qui a des benzos, ça va être forcément plus de 7 jours, parce qu'après il va faire un sevrage au benzo. Mais un patient alcoolique comme celle-là, qui ne prend pas de traitement, c'est 7 jours, et après on arrête. Parce que les benzos, elles ont un risque de dépendance, et grosso modo, les autorités sanitaires, elles font la lutte contre les benzos. Voilà. Il y a des conférences de consensus, benzo est sujet à ZG, etc. Benzo, il faut y aller. Ce qu'il faut retenir des benzos, c'est que c'est un très bon médicament contre l'angoisse. Un patient qui fait une crise d'angoisse, il sera soulagé par une benzo. Mais c'est tellement un bon médicament contre l'angoisse, que ça le soulage tellement bien, qu'on aime tellement ça. Donc il faut éviter d'en donner trop. Et donc il faut s'en méfier quand même pour ça. Voilà, donc les conduites à tenir, c'est bien. Donc le traitement du sevrage, ça va. Sachant que le sevrage, ça ne s'arrête pas à cette prise en charge médicamenteuse. On l'hydrate, on met de la vitamine. Surtout que c'est pas un sevrage en unité de soins somatiques, quoi. C'est pas un sevrage rendu nécessaire par les soins, je sais pas, il a été opéré ou quoi. Là, c'est un sevrage qui est fait en unité d'alcoolologie. Un sevrage qui est fait pour justement arrêter à terme l'alcool. C'est pas un sevrage qui est fait pour le temps de l'hospitalisation qui consomme pas. Donc il faut mettre un petit peu tout ce qu'on va faire aux patients, qu'on va faire, je sais pas, revalorisation de l'image de soi, participation à des mouvements d'entraîne, accompagnement social, enfin tout le bilan un petit peu médico-social qu'on va pouvoir lui proposer. Donc la question suivante. Alors j'ai mis non parce que il n'y a pas de symptômes somatiques ni de ralentissement psychomoteur. Donc il n'y a qu'un élément, c'est la tristesse de l'humeur et partielle. Donc il n'y a pas d'indication, mais des antidépresseurs. Ça c'est très bien. C'est-à-dire que quand on va vous poser une question sur les antidépresseurs, on risque de vous en poser, c'est que pour prescrire un antidépresseur, il faut avoir des arguments. Et là, en termes d'arguments, ça aurait été plus court en fait pour toi de préciser directement qu'il n'y a pas d'épisode thymique dépressif caractérisé. Bon, c'est bien d'argumenter par de la sémiologie, on ne t'en tiendra pas par rigueur, parce que l'idée est là, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est l'idée. En fait, c'est que tu exprimes l'idée. Donc ça, c'est très bien. Donc oui, il n'y a pas d'épisode dépressif, donc il n'y a pas d'indication caractérisée, donc il n'y a pas d'indication à prescrire traitement antidépresseur. Il n'y a pas non plus d'autres indications, il n'y a pas de troubles anxieux, bien sûr, etc. caractérisés. Il y a un autre truc super important, c'est qu'on ne prescrit pas, et ça fait partie de la conférence de consensus sur les antidépresseurs de 2006.
Il y en a une de 2006 qui n'est pas disponible sur le site de la HAS, mais c'est une conférence de consensus ANAES que vous pouvez trouver sur Internet en la cherchant. C'est sur les antidépresseurs. Elle est quand même assez bien. Et dans cette conférence de consensus, du coup, ils disent que chez un patient alcoolodépendant non sevré, on ne prescrit pas d'antidépresseurs. Parce que si le patient présente une symptomatologie thymique dépressive, qui peut même être caractérisée, donc là, dans le cas de la catégorie diagnostique, comme il est alcoolodépendant, ça peut être lié de manière soit primaire, donc, soit ça peut préexister avant la consommation d'alcool, soit ça peut être secondaire à la consommation d'alcool. Tant qu'on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le savoir tant qu'il consomme de l'alcool. Donc on préconise le sevrage pour ces patients-là, et à distance du sevrage, à 3 semaines, on fait une réévaluation. Et si là, il y a une symptomatologie thymique, on peut mettre l'antidépresseur. Mais le problème, c'est qu'on voit plein de patients alcoolodépendants qui en plus prennent des antidépresseurs, alors que ça ne sert à rien, qui les prennent mal, etc. Donc au niveau du coût social, c'est trop cher pour aucun résultat, quoi. Donc tu avais la première moitié de la question, et c'était même la moitié la plus pertinente au niveau de la réflexion. Et il y avait la deuxième moitié, finalement, qui fait un peu référence à du cours et une conférence de consensus, que je vous invite à bosser, quoi. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer à la question d'avant, B1, B6, PP, pourquoi pas toujours B6 La seule vitamine qui a montré son efficacité, c'est la B1. Après, B6, PP, c'est un peu les habitudes, quoi. On a l'habitude de les donner, alors on les donne. Voilà, à partir du moment où on donne la B6, généralement on donne la PP, d'autres qui donnent du magnésium, etc. En gros, le sevrage, c'est benzo, hydratation. C'est pas hyperhydratation, on ne leur fait pas boire non plus 5 litres. Hein. C'est 2-3 litres, quoi. Et puis de la vitamine B1, surtout. Et les autres, pour le fun, quoi. Tout en sachant que donc, les benzos, elles vont être des médicaments de prévention du sevrage alcoolique. Et surtout, qu'est-ce qu'on cherche à prévenir dans le sevrage chez l'alcoolique? Et deux choses. Et le DT, voilà. Donc les benzos servent à ça. La B1 ne sert pas du tout à ça. La B1, elle sert à prévenir quoi? Voilà, très bien. Encéphalopathie, et puis éventuellement neuropathie, etc. Enfin bon, surtout l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Et bon dans le DT, c'est en IM, la B1, non? Ouais. Ou en IV, hein, ça peut se faire en IV, je crois. Ok, alors donc... Ah, ouais, attendez, excusez-moi. Ouais, pour le sevrage. Non, c'est pas un médicament du sevrage, c'est plus un médicament de l'aide à l'abstinence après, en fait. Moi, je me suis basé sur la conférence de consensus de 99. Elle n'est pas très récente, mais en tout cas, c'est celle qui fait foi et c'est celle qui est utilisée encore actuellement dans la plupart des services. Mais nous, quand on voit des patients alcoolodépendants, et je vous ai dit, je suis en Bretagne, donc j'en vois, on ne met pas d'Aotal ni de Révien. Non. Et la place de l'espérale chez l'alcoolique, elle est importante ou faible? Je sais pas. Ouais, très bien. Alors, question suivante, ou... Non, c'était quelle question? Ouais. la question. Ah oui, tu l'as pas faite? Non. Alors, c'est une patiente, donc on vient de dire qu'il ne fallait pas la traiter par antidépresseur, et la question d'après, si vous la traitez par antidépresseur, elle se plaint de symptômes ennuyeux, elle est nauséeuse et elle est constipée, et elle n'est pas encore joyeuse, alors qu'elle s'attendait à être super joyeuse rapidement. Quelle information lui donnez-vous et comment on adapte le traitement? Alors, c'est normal qu'elle ne soit pas joyeuse parce qu'il y a un délai d'efficacité des antidépresseurs qui va de 2 à 4 semaines. Ouais. Et qui se complète en 8 semaines à peu près. Et ce qu'elle présente comme effet indésirable, c'est des effets indésirables qui sont fréquents et qui en général diminuent alors que ça devient efficace. Très bien, c'est très très bien. Ce que tu aurais pu me dire aussi, c'est que c'était une question débile, quoi, parce que forcément, je vous dis avant qu'il ne faut pas prescrire d'antidépresseurs. Là, j'en prescris un. Et une question comme ça, le CN, elle serait sûrement retravaillée par le CNCI, donc vous ne l'auriez pas. Mais si jamais elle passait, c'est comme pour l'autre, elle serait discutée et on accepterait plusieurs choses. Je vous rappelle qu'au premier OCN, enfin, je sais pas, vous avez vu le premier OCN? De toute manière, si vous ne les avez pas vus, les OCN, il faut aller les voir. Parce que forcément, ce que je vous ai dit, ce qui est tombé retombera. Et en plus, ça vaut une idée finalement de comment sont posées les questions et comment sont relus les dossiers qu'ils ont au CNCI. Donc, il faut absolument bosser les annales, ça c'est obligé. Le premier OCN, en fait, il y a une correction officielle
qui a circulé sur Internet et que certains ont pu se procurer. Et dans le dernier dossier de ce ENC, c'était une mononucléose et le patient il faisait une complication à la fin et on pouvait discuter soit une hémolyse, soit une hépatite ou je sais pas, non, je sais plus trop quoi. Enfin bon, on demandait aux étudiants quelle est votre complication, donc ils disaient soit l'un soit l'autre parce que les deux étaient possibles. Et à la fin, on demandait quel est votre traitement. Et comme finalement les deux étaient possibles, la question traitement, elle était dépendante de la question d'avant. Donc ceux qui se plantaient à la question d'avant se plantaient à la question d'après. Et finalement, ils ont accepté dans la grille de correction le mot traitement. C'était ça le mot-clé. Enfin, disons que vous inquiétez pas, des questions litigieuses, ils magouillent, quoi, mais ils vous pénalisent pas trop quand c'est leur faute, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Donc une question comme ça, eh ben, il ne faut pas perdre son temps au moment de l'examen à se prendre la tête, quoi. Donc, question suivante. Alors, moi j'avais mis qu'il y avait des traits de personnalité borderline. Ouais. Parce que, enfin, c'est mon intuition, je suis pas très sûre. J'ai mis parce que il y avait une intolérance à la frustration et des rapports avec les gens qui étaient assez extrêmes, enfin assez différents. Et enfin bon, j'ai pas trop développé parce que je savais pas très bien. Et j'ai dit qu'on pouvait pas affirmer le diagnostic encore à ce stade-là parce que, enfin, on avait besoin d'avoir plus d'éléments sur son histoire, ses antécédents. Enfin. Donc cette partie-là, elle est très bien. De dire on ne peut pas discuter le diagnostic. Et encore, quand moi je vous donne le diagnostic de personnalité ou la chose qui se discute, c'est quelque chose qui se discute. Donc borderline, il se discute. Il fait partie du cluster B des troubles de la personnalité. Donc les personnalités émotionnellement labiles qui vont être en proie à des émotions intenses, qui vont se manifester d'une manière ou d'une autre, qui vont avoir des gros troubles narcissiques aussi. Donc il y a les personnalités borderline, les personnalités histrioniques, les personnalités dans ce cluster, il y en a encore deux. Je ne sais pas si vous savez. Narcissique et non, ça c'est dans le cluster C. Psychopathique, voilà, on a les quatre. Donc généralement l'intolérance à la frustration elle n'est pas spécifique d'une forcément quoi. Chez le psychopathe on l'a, chez l'histrionique on l'a, chez le borderline on l'a. Moi je la voyais plus histrionique, alors je ne sais pas si les autres la voyaient histrionique. Ouais. Devant une présentation un peu stéréotypée qui caricature les standards de la mode, devant un théâtralisme, une labilité émotionnelle, elle passe un peu du rire aux larmes, mais ça encore c'est pas très spécifique, une hyperexpressivité, une érotisation des rapports sociaux, des attitudes de séduction, elle est séductrice, et elle est mythomane en fait, elle raconte pas la même chose aux uns, aux autres, etc. Que je vous ai présenté la mythomanie un peu de manière caricaturale par rapport à ce qu'on a en pratique, quoi. Pour une personne borderline, il y aurait d'autres éléments plus spécifiques. Si on vous demandait de porter un diagnostic de personnalité borderline, c'est assez difficile à porter en pratique en plus par rapport aux autres troubles de la personnalité. Mais on vous donnerait des choses un peu plus précises. On vous parlerait d'angoisse d'abandon, d'un sentiment de vide intense. On vous parlerait plutôt de ça, quoi, pour vous faire évoquer le diagnostic. On vous parlerait aussi de quelqu'un qui a beaucoup de conduitaristes. Enfin, des conduites, justement, comme tu disais, des conduites extrêmes. Alors, ça pourrait être des conduites addictives, ça pourrait être des conduites, je sais pas, un super sportif qui fait du saut à l'élastique, enfin, sans élastique, et des choses comme ça. Ouais, voilà. Mais bon, en même temps, c'est pas faux ce que tu dis, ça fait partie du cluster de la personnalité. Et comme je vous dis là-dessus, sur les troubles de la personnalité, encore moins que sur les troubles... encore plus que sur les troubles de l'axe 1. Les troubles de la personnalité, c'est les troubles de l'axe 2. Là, il faut avoir une approche dimensionnelle. Enfin, jamais personne n'est pareil. La personnalité, elle va difficilement rentrer dans un cadre diagnostique. Et le diagnostic du trouble de la personnalité qu'on voit le plus souvent, c'est les troubles de la personnalité indifférenciés. C'est-à-dire avec des traits pathologiques. On se rend bien compte que la personnalité, elle est pathologique parce que le gars, il va réagir tout le temps de la même manière, dans la même situation, ou dans tout un tas de situations, et il va réagir n'importe comment. Enfin, mais voilà, c'est super dur de poser le diagnostic. Et d'ailleurs, le DSM-5, que vous ne devez pas connaître parce qu'il sort en 2011, s'apprête à sortir une approche dimensionnelle de la personnalité. Enfin, voilà. En tout cas, pour vous, il ne faut pas passer à côté des grandes catégories. Et pour un sujet de psychiatrie, quand vous en aurez un, le ECN, il sera assez caricatural, quoi.
Par exemple, l'an dernier, dans le dossier du Crohn, il y avait des traits de personnalité obsessionnels, ils étaient super faciles à trouver. Et le piège qu'il y avait dans l'énoncé, c'était de dire les gens le trouvent un peu maniaque. Alors c'est sûr que celui dit il fait une manie délirante, non, c'est faux. Enfin, maniaque, c'était même pas un piège, c'était honteux, c'était nul. Enfin voilà. C'est quoi l'axe 1, l'axe 2? Alors l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, l'axe 4, l'axe 5. Il y a 5 axes sur le DSM. Le DSM, il est beaucoup critiqué par beaucoup de psychiatres. Parce que justement, les psychiatres, certains ne supportent pas qu'on rentre les patients dans des cases, mais c'est parce qu'aussi, ils considèrent qu'il n'y a qu'un axe, grosso modo. Le trouble, éventuellement 2 axes. Donc l'axe 1, c'est le trouble dont souffre le patient. L'axe, ou la maladie, si tu préfères, ça va être le trouble dépressif, ça va être la schizophrénie, ça va être l'alcoolodépendance. L'axe 2, c'est l'axe de personnalité. Donc ça va être les traits de personnalité qu'a le patient, enfin la personnalité du patient. Et est-ce qu'il existe sur cet axe une personnalité pathologique? Donc par exemple, on va avoir une alcoolodépendance axe 1 chez un patient évitant. Ou alors une phobie sociale chez un patient évitant, si vous préférez, plus simple. L'axe 3, c'est des maladies somatiques qu'il y a. On va avoir une alcoolodépendance chez un patient évitant qui en plus je sais pas, n'importe quoi, un Crohn, quoi, à la limite. Tiens. Et d'ailleurs, raisonner en termes d'axe de DSM, ça pouvait aider pour faire le diagnostic au dossier 7 l'an dernier. Mais je pense que ça, c'est un petit peu aussi trop poussé. Pour vous, il faut mieux connaître 2 axes, quoi, les 2 premiers. L'axe 3, 4. Donc l'axe 4, c'est les événements de vie. Parce que bon, on n'est pas tous égaux face aux événements de vie, on ne va pas toujours réagir de la même manière. Mais quand même, quand on voit le sujet de manière globale, un épisode dépressif, c'est jamais... c'est jamais... Si, ça peut arriver de manière complètement fortuite et inexpliquée. Mais parfois, quand même, c'est expliqué par des événements, des choses qui se passent. Même une bouffée délirante aiguë, ça peut être, je sais pas, avant c'était suite à l'entrée au service militaire, ou alors suite à la nomination aux ENC pour ceux qui iront dans la ville qu'ils veulent, etc. Enfin, un gros événement de vie comme ça peut créer des symptômes. Donc ça, c'est l'axe 4. Et l'axe 5, c'est une échelle globale de fonctionnement. C'est le fonctionnement social du patient, qui est un peu transnogossographique. Peu importe son diagnostic, on arrive à évaluer s'il est capable, je sais pas, de... Ah ouais, comme ça on fait tourner. Ok, donc question suivante. Alors, question suivante, Ouais. c'est... Vas-y. Alors sur l'ordonnance, déjà l'antidépresseur, on a dit qu'il n'y avait pas d'indication à le mettre. Ouais. Donc voilà. Ensuite, de toutes les façons, de façon générale, il n'y a pas notamment pour les benzos, il n'y a pas la durée de prescription. On a dit qu'on faisait 7 jours. Donc, Ouais, normalement on fait non. 7 jours, donc c'est donc trop là long. c'est trop long. En plus, la prescription des benzos, elle est réglementée. Voilà, vous c'est ça, connaissez c'est les RMO? minimum, c'est 4 semaines Ouais. je sais plus, Pour les anxiolytiques, c'est à 4 8 mois. ou un truc 4 à 12 semaines pour un anxiolytique. Et après, Ok. on réévalue. Et pour un hypnotique, c'est 2 à 4 semaines. D'accord. Et il ne faut pas mettre les deux en première intention, pas d'hypnotique et de benzodiazépine. Ouais, ça encore, ça se discute. En tout cas, pas 2 anxiolytiques en même temps. Là, c'est un anxiolytique et un hypnotique. Bon, ça peut se discuter, mais tu as raison. Et surtout, c'est les durées, quoi. La benzo, ça peut passer encore. L'hypnotique, ça passe pas sur une ordonnance comme ça. La myrtazapine, enfin le Norset, c'est... Enfin, myrtazapine, vous connaissiez ou pas? C'est Norset, ouais. Le Norset, c'est un antidépresseur qui a une polarité sédative, donc qui donne le soir, donc là, il est bien donné. Et ça peut permettre aussi de se passer de l'hypnotique, du fait qu'il soit un peu sédatif avec son effet antihistaminique, à la limite en le décalant au coucher ou des choses comme ça. Donc voilà, bon, l'hypnotique n'était pas forcément justifié non plus, surtout qu'on a une patiente, parce que là, on va reprendre un peu l'approche globale de la patiente, qui a une patiente... qui est dans une problématique d'histrionisme, de dépendance, qui peut devenir facilement dépendante au benzo. Enfin, c'est la complication de ce qu'on appelait l'hystérie, et maintenant on va parler de personnalité histrionique, et de l'alcoolodépendance, c'est l'abus de benzo, donc il faut vraiment se méfier. Et l'abus d'hypnotique. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait dire en gros. Chez l'alcoolique, c'est quoi plus 7 jours alors? C'est pas ça, mais c'est que quand on fait un sevrage, c'est 7 jours. Et après, s'il y a une autre indication, mais il y a peu d'indications au benzo en fait, en vrai. Si maintenant il y a un trouble anxieux, on va mettre des antidépresseurs de la famille des sérotoninergiques, des ISRS. Donc il y a peu d'indications, donc il faut éviter, quoi. Ouais.
En fait, il faut faire la chasse au benzo dans les dossiers. Il faut se méfier de ce médicament. Il faut l'utiliser à bon escient. Quelqu'un qui fait une attaque de panique, bien sûr, il faut donner une benzo, etc. Pour potentialiser éventuellement les neuroleptiques en association dans une bouffée délirante aiguë. Ça peut se discuter, mais il faut quand même être vigilant et pas trop les prescrire, quoi. Enfin, c'est le message un peu que je voulais donner ce soir. Et voilà. Est-ce que vous proposez un suivi à la patiente? Je sais pas qui a le micro. Ouais, vas-y. Moi j'ai mis oui, notamment pour prendre en charge le traitement, quoi. Arrêter les benzodiazépines. Ouais. Alors moi, je lui proposerai pas de suivi avec moi parce qu'elle a déjà trois médecins. Elle en a un pour le traitement qu'elle prend pas. Elle en a un pour l'alcoolodépendance, donc elle est déjà suivie par un alcoologue. Et elle en a un autre pour la psychothérapie. Donc il faut savoir arrêter le suivi chez une patiente justement histrionique qui va être dans des problématiques avec les médecins de séduction et de mise en échec, quoi. Donc il faut aussi réfléchir en termes de personnalité. Mais ça, je pense que tu n'aurais pas répondu mal si tu avais eu la patiente devant toi. Et c'est pour ça qu'il y a un message important pour l'ENC, c'est de toujours réfléchir comme si vous aviez le patient devant vous, en fait. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Vous avez des questions ?